Bonjour Marc, enchanté, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui à la Gaumont pour parler de votre parcours. Ça va être un podcast hyper intéressant et tout au long de les 45 minutes qu'on va passer ensemble, je vais vous poser des questions sur votre carrière, sur toute votre carrière en tant que régisseur, directeur de prod, producteur exécutif. Mais avant ça, je vais vous demander de vous présenter. Eh bien, voilà, je suis Marc Vallée, j'ai 62 ans et j'ai commencé à travailler dans le cinéma en 1982. Mon papa faisait du cinéma, il était coiffeur, et j'ai commencé à travailler sur des films d'Alain Delon parce que mon papa était coiffeur d'Alain Delon. Donc c'est comme ça, donc c'est ce qu'on appelle être un enfant de la balle. Voilà, donc j'ai passé mon bac au B, je m'étais inscrit pour aller en fac à la Sorbonne, pas à la Sorbonne, à Dauphine. Et puis au bout d'un mois, j'ai reçu un coup de téléphone et on m'a proposé de prendre un poste à la régie comme stagiaire. Et j'ai commencé comme ça sur mon premier film en septembre 82 sur Le Battant. Ok, Film produit, réalisé avec Alain Delon. d'accord. Et vous étiez stagiaire. J'étais stagiaire à la régie, c'est-à-dire je faisais les tartines, Ok. j'étais le coursier, enfin j'étais l'homme à tout faire. Et je dois dire que ça m'a plu par rapport à l'ambiance et tout. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc ça a été mon premier film. Et après, au bout de combien de temps vous avez plus de responsabilités en tant que Bah, régisseur ce général? qui s'est passé, c'est que ça, c'était stagiaire à la régie. D'accord. Avant de passer à la régie générale, j'ai fait 7 films comme stagiaire. Ok. Donc, le film que j'ai fait après, ça s'appelait Coup de foudre. D'accord. C'est un film de Diane Curis. Et là, on m'a dit, bah, tu vas t'occuper d'Isabelle Huppert. Ok. J'ai dit, d'accord. Je connaissais pas Paris parce que je venais de la province. Donc, tu vas la conduire sur les films, sur le film, tu vas être son chauffeur et tout. Et je me rappelle toujours le premier matin, j'arrive devant chez elle. Elle arrive un peu en retard. Et là, je lui donne la feuille de service et je lui dis, voilà, on va où? Et je connaissais rien. Et on allait dans le 20e arrondissement derrière avec 1 heure de retard. Donc, autant dire que c'était pas je commençais mal. Et à partir de ce jour-là, j'ai compris comment fallait fonctionner. C'est-à-dire que tous les jours, je faisais la veille au soir, je faisais le parcours du lendemain pour être sûr que la comédienne arrive à l'heure. On s'est super bien entendu. On a fait ce film-là ensemble. Et puis j'avais fait 2 films. Qu'est-ce qui se passe après? Pas de nouvelles. Et puis c'est vrai que c'est difficile d'enchaîner. Alors mon papa m'avait présenté à des gens, mais bon. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'elle est partie en vacances et j'ai reçu un coup de téléphone comment dire, d'Armédia, qui était l'agent et en me disant, ben voilà, vous êtes imposé sur le contrat d'Isabelle Huppert, elle veut vous avoir comme stagiaire. C'est faux. C'était quelque chose qui était commun pour les acteurs de... Non, bah, pas vraiment, parce que le film qu'on allait faire après, ça s'appelait La femme de mon pote. D'accord. C'était un film qui se faisait entièrement à Courchevel et ils n'avaient pas pour habitude d'emmener les stagiaires. Et c'est comme ça que les choses se sont mises en place. Et là, je suis rentré chez Rennes Productions. Je me suis entendu avec eux. Puis après, on a fait, après avoir fait La femme de mon pote, on a enchaîné sur, je sais plus ce que c'était, Ciao Pantin. Enfin bon, j'ai enchaîné comme ça une succession de films. Et c'est comme ça. Donc j'ai fait 7 films comme stagiaire. Et puis après, je suis passé régisseur adjoint. J'en ai encore fait, je sais plus, 5, 6, avant de passer régisseur général. Et ça, c'était en 86. Et Et, j'avais 23 ans. wow. Et du coup, vous aviez un peu une sorte d'ambition de vous dire, voilà, je vais monter les différents jobs ou c'était aventure par aventure? Non, le principe quand on commence à la régie, en tout cas, si c'est ce qu'on veut faire, la finalité, c'est de se dire, je ferai de la production, de la direction de production. Généralement, on va jusque-là, quoi. Enfin, là où production exécutive. Mais effectivement, dès l'instant où c'était mon élément, j'étais bien dans ce domaine, je suis toujours resté à la régie. Il y a des gens qui sont passés, qui ont fait de la régie, qui ont fait de la mise en scène, mais moi, j'ai fait que de la régie. Ok. Et bon, vous avez travaillé sur plus d'une cinquantaine de films. Généralement, pour les autres invités, je suis allé film par film. Là, j'ai dû choisir les films, mes films préférés dans Ouais, parce notre qu'ils étaient vidéo. plus jeunes, ils sont plus jeunes, c'est pour ça, c'était plus vieux, donc c'est normal, hein. Et donc, je vais commencer par vous poser des questions sur un film où j'ai vu que vous étiez le régisseur général, Cyrano de Bergerac. Et Ouais. vous pouvez me raconter un peu ce tournage. Comment c'est passé? Est-ce que vous étiez déjà très expérimenté? Alors, quand on a fait Cyrano de Bergerac, le film, je crois qu'il c'était en 89, donc on a dû le faire en 88. J'avais pas fait de gros films Ok. jusque-là, puisque le premier long métrage que j'avais fait à l'époque comme régisseur général, enfin, le film que j'avais fait avant comme régisseur général, c'était de mémoire, ça devait être Drôle d'endroit pour une rencontre. Ok.
et qui était un film normal. Et après ça, je suis parti travailler. On m'a appelé pour venir donner un coup de main sur la Révolution française, qui était un gros film d'époque. D'accord. Et j'ai vu comment ça se passait. Et effectivement, après, je suis parti à l'aventure sur Cyrano. Et Cyrano, ça, oui, il y a eu quasiment un an de préparation. Mais le film était splitté en deux parties parce qu'il y avait une partie qui était en Hongrie. D'accord. Donc le mur n'était pas encore tombé, on était encore dans un. Donc j'avais tout mis en place là-bas avec les équipes hongroises. Et puis on est revenu, on a tourné au Mans et on a fait l'autre partie du film en France. Ça, c'était effectivement passionnant. Mais c'est le premier film. Alors, indépendamment du succès que le film a pu avoir et ce qu'il représente, c'est vrai qu'à tourner, c'était passionnant parce que c'était une reconstitution historique. Il y avait les batailles avec les Espagnols qu'on a tourné en Hongrie, à Silvasvárad, où on avait l'équipe de tournage, je sais pas, il devait y avoir 150 ou 200 techniciens qui venaient de Budapest. Et puis, on a travaillé avec l'armée hongroise. On avait 1500 hongrois de l'armée, on était à la frontière avec la Pologne, et ce qui était très très drôle, c'est qu'en fait c'était un camp militaire, Ouais. c'était mâche, quoi. Les mecs ils sont venus avec les camions, ils ont, enfin, à la méthode militaire, ils ont monté les tentes et ils ont vécu sur place pendant un mois pour répéter les scènes de bataille qu'on avait, et ça c'était très drôle parce qu'on on était aux messes des officiers le matin. Enfin bon, il y avait une complicité qui s'est créée avec ces gens-là, c'était formidable. Et puis d'un seul coup, bah, c'est des rêves de gamin, quoi, parce que c'est vrai que on... ouais, au départ, on n'imagine pas nécessairement partir dans ce type d'aventure, quoi. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et quand le succès est là, c'est vrai que d'un seul coup, ça prend une toute autre dimension. C'est justement une de mes questions, de manière un peu asynchrone, hein. Est-ce que vous ressentez parfois que vous êtes sur un tournage et vous savez que vous allez faire un film qui va marquer l'histoire, ou vous êtes sur un tournage, je dis ouais, c'est un super tournage, mais dommage, le film n'a pas eu la sortie voulue ou les retours Alors, publics. sans aucune prétention, il y a des éléments. Déjà, si je prends Cyrano parce que ça a été effectivement le premier, mais déjà il y a un texte qui est Ouais, magnifique, sûr. un réalisateur hors pair, Gérard Depardieu qui était à l'époque un monstre sacré. Donc quelque part, il y avait tous les ingrédients pour. Et quand on a commencé à tourner, à l'époque on tournait en 35 mm, donc quand on commençait à voir les rushs, on s'est dit waouh, il se passe quelque chose. La, comment dire, la prise de conscience, elle s'est faite pendant le film. Et c'est à la fin du film où on s'est dit, oui, on est sur quelque chose de particulier. Mais l'expérience que j'avais de la régie avant par rapport à ce film-là, c'est vrai que bon, c'était des films contemporains, Sautet, tout ça, c'était là, on touchait à quelque chose de magique par le texte, par tous ces ingrédients. Et c'est vrai qu'à la fin du film, et quand on a eu la première projection de technicien, on s'est dit, ouais, là, on a quelque chose. On a quelque chose, il va se passer quelque chose. Ok, Mais il y a des fois, on peut se planter bien aussi. sûr. Et ça se passe pas. Et sur ce métier de régisseur général, qu'est-ce que vous avez appris le plus en termes d'initiation au cinéma à travers les années? Vraiment l'élément qui vous a forgé pour la suite de votre carrière. L'échange avec les gens, le, 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 le management, je dirais le rapport à l'autre, la capacité à anticiper les choses. Parce qu'en fait, un film, c'est beaucoup d'argent dépensé en peu de temps. Donc, ce qui est important, c'est de ne jamais être battu. Donc, c'est ça. Quand on construit une carrière, le travail de régisseur, il doit être dans l'anticipation tout le temps. Ok, Tout va bien, mais qu'est-ce qui se passe si tout va mal? Le tout va bien, il est payé pour ça. bien sûr. La vraie différence des uns par rapport aux autres, c'est de se dire comment on est capable de gérer une situation de crise, si crise il y a. Et ça, je dois dire que le travail de la régie, c'est fondamental. Après, que ça soit des petits films ou des gros films, je dirais que moi, j'ai eu cette chance de travailler dans des maisons de production où il y avait effectivement des moyens et c'était des gros films et des gens qui n'étaient pas de ma génération, parce qu'il y a ça aussi, on pourra en parler. Mais donc, j'ai grandi dans un cinéma qui était un peu un cinéma spectacle D'accord. et, et, et je dirais que ça m'a permis, en me construisant comme ça, d'arriver à la direction de production avec effectivement un certain savoir qui est celui que j'ai. J'ai plein de confrères qui... Mais de mon parcours, bon ben voilà, c'est comme ça. Mais gérer les gens, gérer les équipes,
gérer les situations de crise, ouais, ça forme. Et du coup, comment s'est effectué ce switch, ce passage à directeur de prod? Est-ce que c'était une envie? Est-ce que c'est une Ben, opportunité comme c'est-à-dire ça que j'ai commencé, alors je veux pas, j'ai pas envie de faire le vieux con, mais non, quand j'ai fait de la régie générale, j'ai commencé, donc j'avais 23 ans. D'accord. C'était sur un film qui s'appelait Cayenne Palace. Et j'ai dû faire de la régie pendant 7-8 ans. Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, bah, j'ai fait le tour. Je ferai pas plus gros que... Voilà. Et en l'occurrence, j'ai terminé, quand on fait Germinal, c'est un gros film, et je termine ma carrière de régisseur avec Le Hussard sur le toit. Et ça, pour moi, c'était la masterpiece, c'est-à-dire que je savais qu'on ne pouvait pas faire... À l'époque, on ne pouvait pas faire plus gros. On a tourné pendant 7 mois dans le sud de la France avec 150 personnes dans des endroits pas possibles. Donc, la gestion de l'équipe, la taille de la régie, la taille de l'organisation pour emmener cette caravane pendant 6 mois au travers du sud de la France, c'était compliqué. Et je me suis dit, je ne ferai pas plus. Je ne ferai pas plus et je ne ferai pas mieux. Donc peut-être qu'il est temps que je passe à la direction de production. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, c'est pas pour autant qu'on est directeur de production. Donc après, faut croire en cette petite étoile et les gens qu'on connaît. Et effectivement, je suis passé directeur. On m'a proposé de passer comme directeur de production sur un film que coproduisait Gérard Depardieu chez Jean-Louis Lévy, qui était Le plus beau métier du monde. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de directeur de production. Et Avec des gens que je connaissais, comme d'accord. j'étais régisseur. Donc quelque part, en fait, souvent les équipes ont grandi OK. avec les producteurs, avec des gens avec qui... et toute la construction d'ailleurs, du passage de stagiaire à régisseur adjoint, de régisseur adjoint à régisseur général, c'est on monte en même temps que les autres. Voilà. Parce que c'est un travail d'équipe. Seul, je suis rien. S'il n'y a pas l'équipe autour, c'est des métiers, ça marche pas. Mais donc du coup, vous parlez de ces équipes, est-ce qu'il y a des noms, des personnes qui vous ont formé, qui vous ont, au fil des films, en particulier, qui vous ont appris les métiers ou qui vous ont un peu... Bien sûr, des mentors. Oui, des mentors, exactement, des mentors. Ah, bah, j'ai eu Patrick Bordier, D'accord. qui a été mon mentor, effectivement, avec qui j'ai fait beaucoup de films comme régisseur adjoint, régisseur général. Je l'ai connu sur La femme de mon pote, D'accord. et on a travaillé jusqu'à temps que je passe directeur de production. J'ai travaillé avec lui, j'ai travaillé avec Gérard Gauthier aussi, qui était un directeur de production qui travaillait beaucoup chez Sarah Film, hein. Et puis, quand je suis passé à la direction de production, que j'ai commencé chez Jean-Louis Lévy, chez Film par Film. Là, j'ai rencontré Bernard Maresco, qui a été également un mentor pour moi dans la direction de production, puisque lui, il était attaché à cette maison et que je suis resté quand même pendant 4 ans à faire tous leurs films comme directeur de production. Bon, bah, j'ai appris beaucoup de ces Bien choses. sûr. Ok. Et faut revenir maintenant sur les films un peu cultes. J'avais des questions sur le tournage d'Astérix, Mission Cléopâtre. J'ai vu que c'est directeur de Alors, prod. là, c'est un peu particulier. C'est que je venais de terminer un film qui s'appelait Les Misérables, Ouais. à la télé chez GMT, qui étaient des grosses machines que l'on... Misérable téléfilm. Téléfilm, Ok, bien sûr. José Dayan, avec Génial. Gérard Depardieu, il y avait John Malkovich, Charles Gainsbourg. Charles Gainsbourg, enfin bref, et Christian Clavier. J'ai terminé ce film, hein, et normalement, derrière ça, Jean-Pierre Guérin, qui était le producteur, me dit, écoute Marc, on va préparer Napoléon. Et voilà, mais on va tourner enfin, on réfléchit à ce projet et tout. Et dans l'entrefait, Patrick Bordier, qui était donc directeur de production d'Astérix, me dit, écoute Marc, moi j'ai besoin de toi parce que c'est tellement gros que moi je vais préparer depuis la France, mais j'ai besoin de quelqu'un sur place au Maroc. Ok. Donc je suis parti au Maroc. Ok. J'ai fait toute la préparation du film au Maroc. Et puis, à l'époque, Jean-Pierre Guérin me dit, écoute, voilà la préparation de l'étude que tu dois faire pour Napoléon, j'aimerais que tu la fasses à partir du mois de septembre. Donc en fait, j'ai fait toute la préparation du film là-bas. D'accord. Et le premier jour de tournage, ben, j'ai quitté Non. Astérix. Donc Ok. j'ai fait que la préparation. Ils m'ont demandé de rester, D'accord. mais comme je m'étais engagé Pour pour Napoléon. faire Napoléon, qui était pour le coup un truc énorme, je suis parti faire la préparation de Napoléon. Mais c'est vrai que Astérix, j'ai fait toute la préparation au Maroc
à Ouarzazate et c'était formidable. Et je serais bien resté, mais Bah bon, ouais. je pouvais pas. Et il y a un autre film que j'ai vu, vous avez, c'est le directeur de prod, c'est Babylon AD. Oui, alors ça, oui. Et j'ai vu un super documentaire sur Babylon AD, fucking Katowice. Et j'avais trouvé le documentaire passionnant, vraiment passionnant. Donc je voulais savoir un peu votre vision Alors, de ce tournage. pour comprendre un peu les choses, c'est Voilà. pour ça qu'il faut remettre un peu, recontextualiser les Exactement. choses. J'ai fait un autre très gros film qui a marqué. Alors, effectivement, des Germinal, des Hussards sur le toit, mais comme Prodexé, avant de partir sur Babylone, on a fait La Bombe, Ouais, bien sûr. Voilà. qu'on a tourné en République tchèque. Donc, Vous étiez j'étais Prodexé ou directeur de j'étais prod? directeur de Oui, production, directeur de prod. Prodexé pour Ok. Alain Goldman D'accord. chez Legenda. Et donc, en faisant ce tournage, qui s'est entièrement tourné, enfin à 80% tourné en République tchèque, j'avais déjà fait un certain nombre de films, puisque la première fois que j'avais fait, c'était sur Les Misérables. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le film se termine et Alain Goldman me dit, écoute Marc, voilà, j'aimerais bien que tu puisses avoir un regard sur la production qu'on est en train de mettre en place avec Mathieu, puisqu'il y avait la société de Mathieu, ils étaient coproducteurs l'un et l'autre, et il dit, moi j'aimerais bien que tu travailles avec Mathieu et que comme tu as fait le film et qu'on va reprendre les mêmes équipes, il y avait une logique et une légitimité dans le suivi. Mais en même temps, je n'étais pas frontal. C'est-à-dire qu'il y avait un line producer qui était anglais, ils avaient leur équipe, et moi j'étais juste là pour représenter Alain sur le tournage et être un peu, mettre de l'huile dans les rouages par l'expérience que j'avais eue précédemment avec les équipes, puisque c'était les mêmes équipes. Et là, c'est passé pas bien du tout. Il y a eu problème. Ça a été, je pense que c'est un cas d'école. Voilà, comme c'est montré dans le film. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que on arrive le matin, on se dit qui va être là, qui ne va pas être là. De Mathieu ou de Vin Diesel. L'un et l'autre avaient des égos qui étaient compliqués. Enfin bref, ça n'a jamais pris. Ça n'a jamais pris et ça a été qu'une galère du début à la fin. Je pense que c'est un film qu'on peut étudier en production dans les écoles sans problème. Et ça reste quand même un bon souvenir ou parce qu'on parle de vous avez fait des tournages. Non, c'est un mauvais, Ah, non, c'est un mauvais souvenir parce que les conditions dans lesquelles ce film s'est fait, c'est un film qui s'est fait dans la douleur et ça méritait pas ça. Ça méritait pas ça. Ça a été compliqué. À chaque jour, c'était une galère. Ok. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire quand un film n'est pas bien mis sur les rails, quand les locomotives et les wagons sont pas, ça peut pas marcher. Et là, pour le coup, ça part en sucette et ça a été le cas et fucking Kassovitz. Et pour revenir du coup sur la môme, voilà, vous avez Alain Goldman qui vous fait confiance de par les films que vous avez fait avant, mais surtout pour vous, qu'est-ce que c'est un très bon directeur de prod? Qu'est-ce qui fait que il y a les qualités à avoir pour réussir être un très bon directeur de prod? Ou même un Avoir un exemple, une esprit situation. d'analyse, de synthèse, d'anticipation, ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est quand même une ère de communication. Ok. Parce que qu'on le veuille ou non, on ne fait que gérer de l'humain. Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Avoir la possibilité d'être, entre guillemets, quand je dis exportable, c'est savoir répondre à toute situation, être capable de se dire, bon ben voilà, le film, on ne peut pas le faire comme ça. Enfin, être créatif. C'est pour moi les choses qui sont primordiales et savoir gérer le facteur humain. Parce que c'est ce qui. On peut emmener l'équipe partout à bout du monde si on est tous soudés et qu'on n'est pas en train de jouer, comme c'est arrivé des fois malheureusement, la production contre la mise en scène ou des choses comme ça où à un moment donné ça donne jamais rien de bien et on n'arrive pas à créer sereinement les choses. Le but, c'est on est tous là pour faire le même film artistiquement, esthétiquement et de le faire dans une économie qui est viable et dans l'économie qu'on a cherché à mettre en place par le budget au départ, donc par l'analyse qu'on peut faire de la situation, et aussi en adéquation avec le financement que le producteur va trouver. Donc quelque part,
on est très très proche du producteur. Il faut être très très proche du producteur pour comprendre sa problématique de financement et être, je dirais, très proche de la mise en scène pour pouvoir trouver des solutions, être force de proposition ou pas, et d'être dans l'anticipation, de se dire, bon, on va pas avoir ces montants d'argent, et se dire, bon, bah, c'est quoi la solution? Non, c'est de venir et d'être aussi force de proposition. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. C'est le moment où la direction de production, elle va toucher la création, aider le metteur en scène à trouver des solutions. C'est ce qui est passionnant. Bien sûr. Et maintenant, sur le rapport artistique Oui. des films, quelle est votre relation aux films sur lesquels vous avez travaillé? Est-ce que, par exemple, quand vous travaillez sur un projet, bah, c'est un projet comme n'importe quel autre travail, et après, quand vous allez au cinéma, vous découvrez le film et vous êtes un nouveau spectateur, ou vous avez ce regard, du coup, en étant sur le tournage au quotidien et même dans la préparation, où vous êtes détaché du film? Quelle est votre relation au film sur lequel vous avez travaillé? Alors, en étant très impliqué Bien sûr. depuis le début, et c'est la chance que j'ai pu avoir, c'est-à-dire, rares sont les fois où je suis arrivé où bah, je dirais que la mise en scène, enfin, le réalisateur avait mis les choses en place avec le producteur et on arrive un peu. Donc, j'ai toujours eu cette chance d'être dans le partage des projets depuis le début. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que quand je m'assois, je suis un spectateur. Ok. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, je me dis merde, il n'a pas monté cette scène. Ah merde, il n'a pas fait ça. Non, parce que quelque part, là, pour le coup, faut extrapoler tout ça. Parce que si on commence à mettre des chiffres sur toutes les images qu'on voit, c'est fini. Donc, je vois vraiment les films comme étant un spectateur ou un téléspectateur quand il s'agit d'œuvres audiovisuelles. Génial. On va passer maintenant à votre passage à producteur exécutif. Du coup, tout à l'heure, vous avez dit directeur de prod, producteur exécutif. Oui, La parce ref- que Pour moi, c'était très différent. non, 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 c'est-à-dire que il y a des mots qui sont un peu galvaudés et qui sont différents dans le langage anglo-saxon Ouais. et dans la manière d'approcher la production dans le monde anglo-saxon et en France. En France, on est un peu multitâche. On est un peu les couteaux suisses à tous les niveaux. J'ai été pendant un certain nombre d'années producteur exécutif et directeur de production chez Legend, D'accord. ce qui veut dire que il m'est arrivé de mettre en place plusieurs projets et de le déléguer à des directeurs de production Ok. et certains dire ok, ce film-là je m'en occupe personnellement. Donc à la fois je suis et producteur exécutif pour la maison et directeur de production pour un projet, mais le travail est le même, hein. Ok. La vraie différence, c'est effectivement euh, la production exécutive. C'est quand comment dire, c'est un peu comme une tour de contrôle. On est là, on met en place des projets avec des directeurs de production et on supervise et on suit bien évidemment tout le déroulé du film. On est présent, mais de façon moins permanente que le directeur de production. On prend de la hauteur, ce qui permet d'avoir une autre analyse du projet et des rapports qu'on peut avoir tant avec les comédiens qu'avec le réalisateur. Et quelque part, on est le prolongement du producteur. Ok. Voilà, ça c'est vraiment la fonction de producteur exécutif, c'est celle-là. Mm. Et qui prend le projet, pardon, du début et Ok. qui l'emmène jusqu'au moment où il remet la copie au distributeur. Donc il suit le projet de A à Z, que le directeur de production, il est appelé au début pour faire le budget, en producteur, il fait le film, éventuellement on va le faire travailler ou pas selon les maisons de production, il va s'occuper de gérer la post-prod, et après c'est terminé. Et pour beaucoup, généralement, ils font le tournage, ils font quelques semaines de finition, et c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de la post-production. Mais du coup, est-ce que dans ce rôle de producteur exécutif, vous avez un pouvoir de décision sur le scénario, ou est-ce qu'on vous confie, quand vous dites le début, est-ce que c'est qu'un producteur qui confie un scénario? Alors, déjà, ça se fait, il n'y a pas un pouvoir de décision, ça se fait dans l'échange, Bien sûr. et ça se fait dans la construction tout au long de l'écriture, Ok. des phases d'écriture. C'est-à-dire que quand je suis arrivé chez Gaumont, maintenant ça fait il y a 8 ans, qu'on m'a demandé de mettre en place et de développer des films en interne avec Frank Weber qui est au développement et après Marine Ford qui est venue pour monter le pôle production. Il est évident que dès l'instant où on reçoit un scénario ou un traitement, on est impliqué.
on est impliqué et je suis impliqué de la manière suivante, c'est qu'effectivement, à la lecture et donc fort des échanges qu'on a avec les talents, la construction se fait en parallèle. Donc il y a pas le côté déceptif n'arrive pas. On le construit très en amont. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va pas lui dire, bah tu vois, c'est un joli scénario, mais on le fera pas parce que non. On le sait très en amont. À la lecture du scénario, tout de suite, on sait, et c'est en cela où je disais c'est un peu une tour de contrôle, c'est qu'on sait quel type de financement on va pouvoir trouver par rapport à cette typologie de film, Ok. et que dès les premiers rendez-vous, on dit au réalisateur, bon bah voilà, peut-être que ça, faut le repenser de cette manière, et ça, je le fais avec Frank Weber, qui lui s'occupe du développement, et avec les producteurs, je dirais, qui s'occupent en particulier, qui sont en charge des projets, sur toute la partie, je dirais, artistique. Et est-ce qu'il y a une sorte de double jeu dans le sens où à la fois vous êtes dans la stratégie de comment avoir les financements, donc qu'est-ce qui va plaire pour avoir les financements, et en même temps ce que vous aimez comme type de scénario et les projets sur lesquels vous aimez travailler. Est-ce que vous Alors, c'est un peu il y a, deux il y a- côtés de votre il y a cerveau deux comme ça? choses. Il y a deux choses. Il y a une partie de mon cerveau qui parle production et qui s'occupe de voir comment on peut trouver le soft money, Ok. parce que ça, c'est le travail du producteur exécutif. Dans le socle. Le soft money, c'est les aides. D'accord. C'est les aides, c'est le crédit d'impôt, c'est le tax shelter, c'est de savoir dans quel pays on peut tourner où c'est plus intéressant par rapport à l'économie. En vrai, Ok. c'est ce qu'on appelle le soft money. À côté de ça, le producteur, lui, se charge de trouver le reste des financements auprès des plateformes, auprès des chaînes hertziennes, auprès de la PTV. Et c'est un peu comme ça que se montent les films. Donc, ça, c'est mon côté assez cartésien Ok. du métier. Mais ce côté cartésien, il ne peut fonctionner que si il est au départ pour l'artistique. D'accord. C'est-à-dire que je pars toujours du principe que les gens qui vont en salle vont payer 15 euros ou 10 balles, peu importe le montant, mais qu'à un moment donné, voilà, faut pas être déceptif à ce niveau-là. Donc, dans la recherche et dans le travail qui est fait avec les réalisateurs, c'est ce qui prime. Ok. Voilà. Hein, mais je pense qu'il vaut mieux ne pas faire le film que faire le film pour de mauvaises raisons. Ouais. Donc, c'est pour ça que jusqu'à présent, j'ai pas eu dans ma carrière de problème avec les réalisateurs parce que j'ai toujours eu ce mode de fonctionnement et cette transparence avec eux. Et je pense que c'est ce qui fait, je dirais, la qualité que les uns et les autres peuvent avoir, c'est justement d'être transparent et de dire, bon ben voilà, on veut tous le même film, on veut tous le meilleur film. Maintenant, dans quelle économie et dans un contexte actuel qui est quand même compliqué en termes de financement. Bien sûr. Vous avez dit que vous étiez arrivé il y a maintenant 8 ans à la Gaumont. Ouais. C'est quoi l'ADN Gaumont? Qu'est-ce qui change en fonction des autres boîtes de prod dans lesquelles vous avez travaillé? Vous ressentez au quotidien les films, et on voit qu'il y a quand même, en tant que spectateur, on ressent qu'il y a un ADN Gaumont. Qu'est-ce que c'est être producteur chez Gaumont? Alors, quand je suis arrivé au départ chez Gaumont, quand on m'a appelé pour me proposer ce poste, je ne me rendais pas bien compte. Et puis on m'a donné un catalogue de 1400 films, Ok. 130 ans de cinéma. Donc le catalogue, il est là. Et quand on commence à regarder, on se dit, ah ouais, c'est tout ça. Et pourtant, il y a 8 ans, donc ma carrière, j'en avais déjà fait une grande partie. Donc, quelque part, il y a énormément de respect. Et ce qui est formidable dans cette maison, c'est que, et j'ai accepté aussi, parce qu'il y a un esprit de famille. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est important dans mes valeurs. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai accepté. Et à chaque fois que j'ai eu ce rapport-là, quand j'étais chez Rennes Productions, c'était ça. Quand j'étais chez Légende, c'était ça. Chez Film par Film, de la même manière. Donc en fait, j'ai pas fait énormément de maisons de production. Mais à chaque fois, on a réussi avec les producteurs à créer un climat de confiance et un côté paternaliste pour certains. D'autres, c'était comme des mariages. Donc, en fait, il y a toujours une relation extra-professionnelle qui fait qu'à un moment donné, l'implication qu'on peut avoir, elle est différente. En tout cas, pour moi, c'est les valeurs les plus importantes. Pas faire un film pour un film. Donc, c'est comme ça que j'ai construit ma carrière. Et c'est ce que j'ai trouvé formidable quand je suis arrivé chez Gaumont et que je vis depuis 8 ans. Et c'est un parfait amour. Magnifique. Maintenant, sur les
collaboration. Vous avez dit qu'un film, c'est des Oui. racontes, c'est des grandes familles. Est-ce qu'il y a des réalisateurs, scénaristes, producteurs, vous avez parlé de Claude Berry, Alain Goldman, qui vous ont marqué? Et si oui, pourquoi? Claude Berry, parce que c'était le premier Tikkun, Ça. producteur, réalisateur, un peu Ça aussi. acteur. Moi, je l'ai pas connu acteur, mais je l'ai connu sur les autres casquettes, qui a été un guide au départ, parce qu'il faut quand même, c'est lui qui a fait des films événements quand on fait Germinal. Bon, pourquoi on fait le film en France? Les films, ça avait coûté beaucoup de cher. Non, je veux le faire en France parce que le film est français, c'est l'équipe, les machins, tout le monde a de la famille. Donc, il avait des valeurs que moi j'aimais beaucoup et qui ont été très intéressantes dans mon ADN de côté famille. Quand j'ai travaillé chez Jean-Louis Livy, c'est pareil. Ouais. C'était Jean-Louis Livy venait de monter sa film par film. Je crois que je suis arrivé sauter sur le deuxième film. Je suis arrivé sur un film de Sautet. C'était mon deuxième film comme régisseur général. J'avais 23 ans. Quand Sautet, Papy Sautet, je me rappellerai toujours. Je suis arrivé, il était habillé, costard, cravate. Moi, je suis arrivé avec la boucle d'oreille. J'arrivais dans un film en Guyane. Et il m'a dit, ah, ça va pas le faire. Et là, je me suis dit, bon. Et le lendemain, je m'habillais comme lui, les chemises rayées, parfait, pour être. Et bon, il y avait un côté paternaliste. Et donc, ces producteurs ont généré autour d'eux des réalisateurs et des talents et des acteurs qui étaient un peu à l'image de leur maison. Et c'est ça que j'ai trouvé formidable. Donc, à chaque producteur avec lesquels j'ai travaillé, ça a été un peu ce sentiment. Quand je travaille avec René Klettmann chez Hachette Première à l'époque de Cyrano, je l'avais connu sur Coup de foudre. Donc j'ai grandi à l'intérieur de ces maisons. Et donc quelque part, les rapports qu'on avait à l'intérieur de la maison, je connaissais tout le monde. Donc il y avait une sorte de logique à tout ça. Je ne vais pas dire légitimité, mais il y avait une logique où je me sentais bien. Donc ce qui est important, c'est de se sentir bien avec les gens et de se sentir bien avec les maisons de production. Donc, effectivement, ça a été le cas. J'ai pas eu 150 maisons de production, hein. Il y a eu Rennes Productions, il y a eu Film par Film, il y a eu Hachette Première, il y a eu Légende, il y a eu GMT pour la partie télé. C'est le rythme poète prod quand même. Et des Oui, grosses mais boîtes de prod en plus. sur 40 ans, Oui. c'est pas tant que ça. En fait, c'est ça le. Mais c'était des grosses maisons. Ouais. Voilà. J'ai pas travaillé, mais parce qu'en fait, parce que j'ai grandi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai grandi tout de suite avec des gens beaucoup plus âgés que moi, qui vont emmener dans un cinéma qui n'était pas un cinéma de gens qui sortaient de la FEMIS ou de jeunes producteurs. Donc en fait, j'ai connu très tardivement des jeunes producteurs que je trouve passionnants parce que là, pour le coup, il y a une énergie mais bon, ça n'a pas été mon parcours. Ouais. C'est comme le cinéma d'auteur, ça n'a pas vraiment non plus été mon parcours. C'est pareil, j'ai pas fait de court-métrage, j'ai dû faire peut-être 2, 3 courts-métrages, pas plus. Mais parce que, non pas que je voulais pas, mais j'étais déjà dans un système qui était établi et puis je me plaisais dedans. Et vous parlez de la nouvelle génération. Ça serait qui aujourd'hui, futur producteur, enfin, ou producteur actuel, ou réalisateur, scénariste, avec qui vous aimeriez beaucoup travailler? Et vous dites, tiens, j'adore ce genre de film, mais il faudrait qu'un jour Gaumont produise. Là, on est de toute façon avec des gens que j'admire beaucoup dans une jeune génération. Shifumi, ça en fait partie. Hugo Sélignac. Hugo Sélignac, oui. Rémi Lautier sur Inoxy qui fait Les Balles Perdues, avec qui on vient de faire là Les Orphelins. Bon, bah, tout ça, c'est des jeunes producteurs, enfin, par rapport à ma génération, mais les frères Vérac, par exemple, qui font les Quentin Dupieux. Tout ça, c'est des gens qui sont intéressants, que j'ai connus de près par des coproductions qu'on a pu faire avec eux. Bon, bah, c'est des gens qui sont Dimitri Rassam. Hein. Quand j'ai fait Gibraltar avec lui, c'était. Voilà, je ne veux pas dire qu'il débutait, il avait déjà fait 3, 4 films, mais bon, là où il en est aujourd'hui, donc c'est une relève de producteurs qui est vraiment très intéressante. Et puis, quand on travaille après avec des producteurs qui sont établis comme chez Mandarin ou Quad, bon, c'est très agréable quand on les a. Mais on s'est tous connus beaucoup plus Bien jeunes. sûr. Voilà. Le projet dans lequel tu es le plus fier. Quand je dis projet, c'est film. Ou série. Je ne sais pas si tu as fait une série, mais surtout film. Alors, j'en ai plein. Ok.
Donc c'est un peu dur Et pour moi je de... prends même si... Mais film de sauter, ouais. Bien sûr. Lequel? Un cœur en hiver. Euh, Et pourquoi? Pourquoi pour ce qui s'est la passé, pour... rigueur pour la qualité, D'accord. pour un ensemble d'éléments qui font que le film est, pour moi, je trouve très intéressant dans la carrière de Sauté et dans ce que j'ai pu partager avec les uns et les autres sur ce film-là. Ouais, le Cyrano, bien sûr. Après ça, dans les films, à la régie, le mec il est en train de déballer. Non, mais bon, c'est vrai que quand on fait Le Hussard sur le toit ou quand on fait des Germinal, c'est des films qui sont super intéressants parce que c'est énorme en reconstitution. Et quand on fait de la régie, c'est Bien quelque sûr. part, c'est ce qui marque le plus, quoi, d'un seul coup. Ce qui, moi, m'a toujours passionné dans ce métier, c'est qu'on vivait en dehors du temps. Et donc, on crée nous-mêmes notre propre temporalité. Donc ça, c'était très intéressant. Et l'autre chose qui était passionnante aussi, c'est que pour aller d'un point A à un point B, il y a deux manières d'y arriver. Soit on a une voiture classique, soit on a une voiture très rapide. Et le cinéma, c'est une voiture très rapide pour se rendre à cet endroit. Je prends pour exemple quand on fait des repérages de films, autour d'en France ou à l'étranger. C'est vrai que d'un seul coup, bah, tout de suite, on va dans les endroits les plus intéressants. Bien Donc, sûr. ce qu'on ferait jamais autrement. On voyage luxueusement. Quand on dit voyager luxueusement, c'est par la découverte des endroits qu'on n'aurait pas le temps de voir si on prenait 3 semaines de vacances, parce que jamais ça viendrait à l'esprit d'aller à tel endroit ou tel endroit. Et d'avoir une proximité avec les gens qu'on ne pourrait pas établir autrement. Donc, le cinéma est un accélérateur de rencontres et de connaissances, et dans tous les domaines. Et qu'on fasse un film d'époque, qu'on fasse un film contemporain sur quel que soit le sujet, on est un peu des éponges comme les comédiens et, et, et ça nous interroge sur plein de choses et ça nous amène une grammaire, une lecture super intéressante. J'ai fait un film documentaire qui m'a passionné. C'est le seul film que j'ai fait qui était un long métrage. D'accord. Ça s'appelait La Milice française. Ok. C'est un film qui est sorti à l'époque il y a très longtemps. Bref, on était 10 dans 2 minibus. J'ai fait le tour de France pour aller interviewer des miliciens, des résistants, pour comprendre. J'ai trouvé ça passionnant. Donc il y a pas, voilà, il y a plein de films qui sont passionnants. Quand j'ai commencé à faire de la télé, oui, mon premier film que je fais à la télé, enfin la première mini-série que je fais avec José Dayan, bah oui, d'un seul coup, on fait Les Misérables. On va tourner en République tchèque parce qu'en France, autour. Donc ça, c'est passionnant parce qu'on découvre des pays, on découvre des gens, une manière de travailler. Donc c'est comme et tout s'est construit comme ça. Et quand je fais Napoléon, c'est pareil. Napoléon, à l'époque, on le fait. J'ai bossé 1 an et demi sur le film, avec la complexité de tourner dans 7 pays, qui étaient des choses. Oui, c'est des films qui aident à se construire et puis à trouver, parce que justement, les systèmes de financement, le soft money, à l'époque, on cherchait les endroits où on pouvait récupérer de l'argent pour compléter les budgets. Donc à chaque fois, les films ont des intérêts multiples et c'est vrai qu'ils m'ont tous marqué parce que quand on travaille bah, effectivement 1 an ou 2 ans sur des projets, c'est extrêmement marquant, touchant. Ça crée des liens avec des gens d'une certaine manière un peu particulière parce que c'est vrai que on peut vivre pendant 6 mois, pendant 8 mois avec des techniciens, les retrouver 5 ans après, c'est comme si on s'était quitté la veille. Bien sûr. Parce que le moment qu'on a vécu, il est tellement fort que ça marque, et que le film soit un succès ou pas, ça n'a rien à voir. Mais je ne sais plus qui m'avait dit ça, mais c'était une très belle expression, c'était de dire, faire un film, c'est comme faire un enfant. C'est-à-dire que tout converge. C'est fou. Et c'est ça. Et le moment où la naissance, ben, il nous appartient Il a parce pas. que voilà. Mais c'est vraiment ça. C'est réunir les pièces du puzzle. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant en fait. J'ai deux dernières questions avant de terminer ce podcast. Ouais. Très rapidement, je sais qu'il nous reste 5 minutes. Non, c'est bon. C'est quoi la chose encore aujourd'hui, quand tu fais ce métier, qui te donne envie de faire du cinéma ou quand tu vas sur un plateau, le jour de la sortie du film, voilà, ou qu'on t'ait parlé d'un film, je sais pas, quelque chose qui vraiment tu te dis c'est pour ça que je fais ce métier aujourd'hui. Ouais, les rencontres. C'est les rencontres le plus intéressant. C'est les rencontres parce que les rencontres,
te permettent effectivement de travailler et de traiter des sujets qui sont passionnants. On travaille avec Olivier Marchal. Bon, on va faire un film sur la guerre de 14-18, c'est des sujets qui sont passionnants. Stéphane Brisé, on vient de faire un film sur le monde de l'entreprise, qui est un tout petit film. C'est passionnant aussi. Donc, il y a pas, je suis pas dans la recherche de dire, ouais, le truc surdimensionné ou qu'est-ce. Non, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment la rencontre avec les réalisateurs, avec les producteurs. Et puis, maintenant, par rapport à l'âge que j'ai, c'est aussi pouvoir être dans la transmission de ce que j'ai appris, comment je l'ai appris. Parce qu'il y a quand même un monde entre. Il y a le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui. Tant dans la manière de filmer, les outils sont différents. On parle d'intelligence artificielle. Tout ça est passionnant. Mais effectivement, je suis un peu compagnon, quoi. Je suis un peu la vieille génération. Et j'ai ma dernière question pour le podcast. Je termine toujours par cette question. Si demain, tu avais une personne, que ce soit un métier de l'ombre du cinéma, que tu aimerais écouter sur ce podcast, que tu connais ou autre, et que tu dis, tiens, il faut à tout prix que je l'invite parce que son podcast va être tout aussi passionnant que ce qu'on vient de passer là les 45 minutes à discuter. Est-ce qu'il y a une personne qui te vient à l'esprit? J'ai pas une personne, mais j'ai un métier qui me vient à l'esprit, Ok. c'est compositeur. Ok. Parce que je trouve que le rapport de la musique à l'image a une telle importance dans le monde actuel, puisqu'on est dans un monde d'images, que c'est passionnant d'avoir le ressenti du compositeur quand il voit les premières images du film, et de se dire comment lui, euh, il perçoit les choses. Ça, c'est quelque chose que je trouve passionnant. Parce qu'encore une fois, c'est que de l'artistique. C'est une sensibilité. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est important. Et qu'on le veuille ou non, la place de la musique dans un film, alors qu'elle soit préexistante ou qu'elle soit de la création, je trouve que ouais, moi, c'est un truc que j'aime Chez beaucoup. Gaumont, vous avez des équipes de compositeurs ou un Non, compositeur? non, non, non. Vous C'est en fonction. cherchez, C'est en fonction des films. d'accord. Projet par projet, on a des superviseurs. Et puis, il y a aussi, comment dire, selon la typologie de film, il y a des compositeurs qui sont plus à l'aise Bien sûr. sur des films d'époque. Enfin, après, c'est avec, on veut à pas l'orchestre symphonique ou pas. Est-ce qu'on est sur un truc de synthétiseur tout ça est un peu varie selon les projets. Et j'ai tendance à dire, c'est souvent le réalisateur qui choisit. Et quand il n'a pas d'idée, effectivement, avec le superviseur, on fait des propositions. Et comme c'est un peu plus loin et c'est un autre métier Bien sûr. auquel on va aux enregistrements et tout ça, mais on n'est pas à l'intérieur. Ouais. Moi, j'aime beaucoup la musique, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est intéressant de. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais travaillé comme sur Cyrano, c'était Jean-Claude Petit. Magnifique. Bon, bah, ouais, on est admiratif, quoi. Je veux dire, il y a puis des compositeurs, des grands compositeurs en La France. musique est faite avant ou après dans le cas de Cyrano? Alors, Parce que parfois sur les tournages, on a même. alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, je viens de faire le film qu'on vient de faire avec Stéphane Brisé, et comme le précédent, c'était Vincent Delerme qui a fait la musique, mais toute la musique était préparée avant. Elle s'ajuste après pour le montage, mais le réalisateur, comme ça, filme avec la musique en tête. Et on l'a fait à nouveau sur le film qu'on vient de faire là, qui s'appelle Ranti Sadar. Donc ça, c'est passionnant. Mais il y a des metteurs en scène, c'est ce que je disais avec Stéphane Brisé il n'y a pas très longtemps. On m'a rapporté que, par exemple, Peter Weir, quand il tourne ses films, enfin, quand il tournait ses films, il y avait une bande musicale, et il travaillait qu'à partir de cette bande musicale. Ça ne voulait pas dire que c'était la Oui. musique du film, mais c'était simplement pour être dans l'ambiance, crois que dans le ouais, mood. c'est ça. Voilà, et je trouve ça formidable. C'est vrai qu'en France, c'est pas trop Ouais, c'est passé. mais je trouve que c'est génial, parce que tu arrives le matin et on te met dans l'ambiance et l'humeur de travail de ce que veut ressentir le metteur en scène. Donc ça, c'est passionnant. Bah, écoute, merci beaucoup Marc pour ce Voilà. podcast, c'était passionnant et c'était vraiment passionnant. Merci pour tout. Bah, de rien.